Donc, la discussion sur Twitter a été particulièrement dynamique. D'ailleurs, les mots-clics Forum, CCMM et Manufacturier innovant étaient respectivement premier à Montréal et au Québec et quatrième au Canada. Donc, je vous encourage à poursuivre la discussion pour devenir premier au Canada. Sur ce, je vous souhaite un bon bloc 2. Alors, on va poursuivre. Avec, c'est pas mon cousin, Stéphane Leblanc, qui est vice-président secteur manufacturier mondial de CGI, qui va nous parler de la convergence des technologies numériques. Et c'est vraiment au cœur à la fois de notre expertise québécoise. Et je suis très heureux qu'on ait CGI avec nous aujourd'hui. Quand on parle de manufacturier innovant, il y a des gens qui sont dans ce métier-là depuis longtemps, qui sont dans de l'accompagnement, qui sont dans de la technologie, qui sont dans des processus, et ils sont ici même au Québec. Et c'est une de nos grandes multinationales. Donc, j'invite Stéphane Leblanc de CGI à venir nous en parler. Merci. Merci. Alors, en 15 minutes, je vais vous donner, si on veut, les grandes perspectives de CGI par rapport à la transformation digitale dans le manufacturier. Avant de commencer, vous allez me permettre une petite parenthèse pour donner un peu de crédibilité au discours qui va suivre. Alors, CGI, je pense que la plupart d'entre nous connaît bien, étant une firme québécoise. Mais je pense que le plus important, puis le seul point que je vais faire sur cette diapo, c'est que depuis 2012, CGI a fait une grande acquisition. Une acquisition d'une firme européenne qui s'appelle Logica. Puis oui, ça a doublé la taille de CGI, mais ce qui est le plus important, c'est que ça a quintuplé notre présence et notre profondeur dans le manufacturier. Alors aujourd'hui, le secteur manufacturier pour CGI représente près de 12 % de notre chiffre d'affaires. Et on couvre, oui, les technologies de l'information, mais de plus en plus, quand on parle de manufacturier innovant, l'IT a un rôle de plus en plus important. Alors on rentre dans justement le mission critical et les opérations de nos manufacturiers, de nos clients. On sert les grands comme les petits, on les sert localement et à l'international. Les perspectives que je vais partager avec vous sont issues en grande partie d'une étude qu'on fait annuellement. Alors, à CGI, à chaque année, on fait des entrevues personne à personne. Avec nos clients, on essaye de viser le COMEX, le niveau exécutif, autant du côté business que du côté IT, pour justement mieux comprendre leurs challenges, leurs priorités, et aussi avoir une perspective sur où ils veulent aller, quels sont les endroits où ils veulent innover, pour qu'on puisse mieux structurer notre offre, qu'on puisse planifier comment on va accompagner nos clients dans ce périple, si on veut. Et pour le manufacturier, on parle de l'industrie 4.0. Alors, vous voyez un peu sur la carte la répartition des entrevues. Au niveau manufacturier, on a complété environ une centaine d'entrevues à travers le monde et chez nos clients principaux. Alors, rentrons un peu dans les résultats de notre analyse. C'est une grande analyse. En 15 minutes, je ne peux pas tout partager. J'ai choisi quelques points que je croyais le plus pertinents pour l'audience. Alors, je pense qu'on parle beaucoup de l'industrie 4.0, on parle beaucoup de la transformation digitale, mais ce qu'on a recueilli à travers les entrevues clients, c'est qu'au niveau d'une approche plutôt entreprise, plutôt holistique, on est vraiment qu'au début. Alors, la plupart des projets de transformation, autant dans le manufacturier que dans les autres industries, sont de projets très distincts. Alors, 40 % de nos clients nous ont dit qu'ils sont vraiment à ce stade. Si je porte votre attention sur la gauche de la diapo, ce qui ressort très, très, très clairement, et ça à travers toutes les industries qu'on a interviewées, c'est qu'il y a une augmentation croissante, en fait, des coûts d'exploitation du parc applicatif, des systèmes TI, de l'infrastructure TI, qui, en fait, met énormément de pression sur une réduction de coûts. On sait que les revenus, en général, ont une certaine pression à la baisse, puis on sait qu'au niveau des investissements, si on veut vraiment s'assurer d'un futur, il faut faire des investissements. Alors, ce contexte a créé, si on veut, un peu une approche à double vitesse. On voit très clairement chez nos clients qu'il y a le côté IT qui travaille à réduire les coûts, à améliorer, optimiser, moderniser l'infrastructure. Et de l'autre côté, du côté business, il faut accélérer, il faut faire de l'acquisition de nouvelles technologies pour justement être innovant et survivre.
On a aussi demandé à nos clients au niveau des obstacles. Qu'est-ce qui rend la transformation digitale et l'innovation difficile? Vous verrez ici en première place, c'est vraiment un élément organisationnel. C'est une culture organisationnelle qui fait en sorte que la rapidité à laquelle cette innovation et cette transformation s'exécutent. En deuxième lieu, un peu lié à ce que je disais auparavant, la technologie legacy. On a tous dû customiser, on a tous dû améliorer les différentes applications pour qu'ils puissent vraiment livrer la marchandise. Aujourd'hui, on se retrouve justement avec un applicatif, un legacy qui est très complexe et très cher à rouler. Si je fais un deep dive au niveau manufacturier, je pense que les choses qui sont ressorties de ces entrevues à l'échelle globale, c'est que devenir une organisation digitale devient tranquillement un élément d'agenda du COMEX. Oui, au niveau manufacturier, réduire les coûts, optimiser l'efficacité reste un objectif primordial, principal, mais ce qu'on a remarqué, c'est que de plus en plus, on ajoute agilité et vitesse, time to market. Avec la compétition, il faut être capable d'innover au niveau des produits et des services. Il faut être capable d'ajuster au niveau de la chaîne de production pour répondre à ces besoins de personnalisation, mais il faut aussi être capable d'y arriver en vitesse. Alors, c'est assez clair aussi que les nouvelles technologies telles que l'IoT, la mobilité, etc., sont primordiales. Ce sont les nouvelles technologies qui permettent justement cette agilité, mais il ne faut pas sous-estimer le côté IT. Cette infrastructure, cette architecture et le parc applicatif doit être adressé pour justement permettre cette évolution et justement l'utilisation des nouvelles technologies avec efficacité. Je vais pointer sur un élément peut-être qui est peut-être un peu spécial, mais on le voit définitivement augmenter ou devenir de plus en plus sur les lèvres de nos clients au niveau exécutif, c'est la cybersécurité. Alors la cybersécurité, dans l'étude de l'année dernière, est arrivé 10e au peloton. Alors, cette année, vous voyez, 3e avec 55% des répondants qui mettent, si on veut, la protection contre les cyber threats comme une priorité. Et d'après les résultats préliminaires de cette année, on croit que ça risque d'être même arrivé au premier rang parce qu'il y a quand même, aussi dans le manufacturier, plus qu'on digitalise au niveau des usines, plus qu'on est à découvert. Maintenant, au niveau de la perspective, bon, on est tous d'accord que l'industrie 4.0, au centre de l'industrie 4.0, est la digitalisation, la robotisation au niveau des processus, des procédés, des opérations. On sait aussi qu'à la base de l'industrie 4.0, on trouve de nouvelles technologies abondantes et à meilleur marché. CGI est basé sur justement nos années d'expérience avec nos clients et ces entrevues, on voit quand même que si on parle du cœur de l'industrie 4.0 comme étant, comme l'industrie 4.0 comme étant le cœur au centre de tout ça, la donnée reste la colonne vertébrale aussi, ou même le système nerveux. Et on croit que cette continuité digitale à travers l'écosystème, alors oui, ça commence par l'organisation, ça commence par une connectivité, un partage de données en temps réel entre les différents départements de la même entreprise, entre l'ingénierie, le manufacturing, sales and marketing, etc. Mais cette connectivité est maintenant disponible aussi avec les partenaires, avec les distributeurs, avec les compagnies de logistique. Et justement, pour arriver à une efficacité, pour arriver à cette agilité et cette rapidité au marché, nous croyons que la donnée et l'IT derrière tout ça est le fil conducteur. La connectivité permet une collaboration à de nouvelles échelles, permet une opération efficiente. On peut regarder le bout en bout par rapport au processus. On peut regarder l'amélioration continue à l'échelle de l'entreprise. Et je pense que le plus important, c'est que la donnée, en plus de donner tout ça, elle est aussi porteuse pour de nouveaux modèles d'affaires et en plus de nouvelles sources de revenus. Je vous laisse avec ma dernière diapo qui
qui est en sorte un peu une réflexion au sens large. Mais encore une fois, basé sur ce qu'on vit avec nos clients à travers le monde, on se rend compte qu'il y a un besoin de step back, de reculer, de regarder la transformation digitale et l'industrie 4.0 dans le manufacturier au sens large. On a besoin de justement développer un plan, une roadmap. Mais une roadmap, Big Bang, il ne faut pas y penser. Je veux dire, l'industrie 4.0, c'est beaucoup de choses. Il faut y aller étape par étape. Puis il faut s'assurer que dans les différentes étapes, il y a un retour sur investissement, qu'il y a un business value intègre et à travers les différentes étapes. Il n'y a pas de pilule miracle. Il faut vraiment, c'est propre un peu à chacun, mais il faut l'établir, il faut le planifier. C'est une approche entreprise qui doit être prise. Il faut faire attention pour ne pas focusser sur l'élément digital sans considérer la livraison. Je veux dire, ce qu'on promet, il faut être capable de le livrer. Il faut que les opérations soient capables de livrer la promesse. Alors, il faut s'assurer de ça. C'est clair qu'au niveau IT, il y a énormément de travail à faire au niveau de la standardisation, au niveau de la modernisation de l'infrastructure. Il faut réarchitecturer cet IT pour pouvoir justement permettre toutes ces nouvelles technologies de délivrer une valeur. Comme j'ai mentionné plus tôt, il y a un élément culturel qu'il faut adresser. Puis je pense que l'adressage de l'élément culturel, oui, c'est un peu engager des jeunes, oui, mais c'est commencer quelque part. C'est de faire des projets, même s'ils sont petits, qui vont démontrer justement un succès. Et avec les succès, on peut bâtir sur d'autres projets, de plus grands projets, pour ensuite justement arriver à nos fins. Quand on regarde la maturité du manufacturier par rapport aux autres industries, vous le voyez un peu sur la courbe. Encore une fois, ce qui est très clair du résultat de notre analyse, c'est que le manufacturier est en train accélérer à grands pas pour rattraper le retail, le banking, parce que c'est vraiment l'élément le plus important par rapport à la survie. C'est le texte que j'ai mis au centre, c'est que oui, il faut optimiser les opérations, il faut être plus efficace, etc. Mais il faut quand même regarder le bout. Le Holy Grail, si on veut, c'est votre client. Hein? Le client, à la fin, il n'a jamais été aussi demandant qu'il l'est aujourd'hui. Il veut personnaliser, il veut avoir une expérience de bout en bout. Et votre produit, aujourd'hui, la fin de vie n'est pas ce qu'elle était il y a 10 ans. Un produit, maintenant, a une double vie, une triple vie, avec les services, avec le data qui existe. On peut faire durer cette expérience. Et au bout de la ligne, c'est ça. Je veux dire, oui, il faut bien optimiser, il faut bien innover. Mais au bout de la ligne, il faut qu'il y ait un résultat qui fait que vous augmentez vos ventes et que vous satisfaisez vos clients. Là-dessus, je vous laisse. Merci. Merci. Un vice-président qui respecte son temps et qui gagne 2 minutes sur l'horaire, c'est bon. On a un panel avec nous. Ce sont des experts et on l'a dit ce matin, il y a un enjeu de financement dans tout ça, il y a un enjeu d'accompagnement. On a pensé que ce serait intéressant de réunir donc 4 experts. Sylvie Pinsonneau, qui est vice-présidente capital de risque, innovation et manufacturier innovant chez Investissement Québec. Alain Denis, qui est vice-président Fonds de solidarité FTQ. Tamara Zimmerman, qui est vice-présidente adjointe Innovation, Banque de développement du Canada, et Sylvain Dupuis, qui est vice-président principal Investissement chez Desjardins Entreprises. Je vais vous poser une première question qui est assez générale. C'est, en fond, vos organisations, je suis certain, elles existent depuis longtemps. Je suis certain, il y a 4 ans, vous disiez, nous, on est dans la business d'innovation, puis on accompagne des entreprises, puis on voudrait qu'elles l'innovent. On est rendu dans du manufacturier 4.0. On dit que ces entreprises-là, maintenant, doivent changer, doivent modifier soit leur processus ou en tout cas innover. Vous, qu'est-ce que vous avez changé dans votre approche par rapport à ce que vous faisiez il y a 5 ans? Qu'est-ce qui est nouveau dans vos organisations? Veux-tu commencer, Tamara? Tu disais oui. Oui, bon, parfait. Alors, je pense qu'il y a peut-être 2, 3, même 4 choses qui ont changé durant les dernières quelques années à cause de la numérisation, le 4.0.
Nous, à la BDC, on a mis de plus en plus d'importance sur les services conseils pour accompagner les entrepreneurs à être plus compétitifs, soit par l'efficacité, soit par le marketing, soit par les nouveaux modèles d'affaires, alors leur aider avec les stratégies-là. Je pense aussi avec la numérisation 4.0, on a commencé, on prend de plus en plus des risques et de plus en plus d'investissements dans les compagnies en démarrage. Et un autre changement de notre approche, c'est moi, un rôle d'une vice-présidente adjointe d'innovation pour monter et chapeauter un programme d'innovation, pour monter une culture d'innovation à l'interne. C'est quelque chose qu'on voit dans certaines entreprises qui commencent durant les dernières 5-6 années. Donc, je pense ça. Puis on innove nous-mêmes à travers comment on travaille avec les clients, utilisant la mobilité pour mieux servir nos clients aussi. Parfait. Pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Les autres, vous toutes faites la même chose? Bien, en fait, on est tous des gens de chiffres au départ. Alors, 3 choses que je pourrais dire. La première, c'est comment on travaille avec le client, mais comment nous, on travaille nous-mêmes. Donc, 2 choses sur le point du client. En lien avec ce que Tamara mentionnait au niveau du conseil, nous, on met beaucoup d'emphase sur les ressources qui existent déjà. Via la gouvernance, on met en place soit des comités consultatifs ou des conseils d'administration lorsqu'on fait une présence ou un investissement avec une société. Et le mot conseil est vraiment important dans ce cas-ci, un peu comme Tamara le mentionnait. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur n'a pas toujours accès aux ressources à l'externe, n'a pas toujours le temps non plus. Et nous, via le bassin de la banque d'administrateurs, on peut avoir des gens très qualifiés. On a cette opportunité-là. Deuxièmement, il faut s'ajuster aussi à la réalité. Les gens n'ont pas tous le temps et l'occasion et les droits de comprendre la paperasse qu'on fait. Puis on en fait la paperasse, c'est très complexe. Donc, comment on fait pour réduire? Comment on fait pour rendre ça plus flexible? Et le troisième, c'est vraiment à l'interne. On en a parlé à plusieurs reprises. Nous, on a frappé dans le mille à 2 niveaux. On a mis sur pied une initiative qu'on a appelée Capital F, dont l'objectif est d'initier les femmes au départ et les jeunes à s'initier au métier d'investissement. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ça. Dans ce milieu-là, vous le faisiez, en bas de 30 ans, il n'y en a pas des centaines. Alors, c'est comme ça qu'on fait ça. Parfait. Alain ou Sylvie, oui. D'autres choses? Bien, je vais commencer, Alain. On travaille ensemble depuis de nombreuses années, mais je dirais chez Investissement Québec, on a vraiment innové. On a innové et concrètement, comment ça se traduit? Bien, je pense qu'aujourd'hui, vous avez la preuve. Notre grande initiative manufacturière qu'on a faite avec des partenaires, qu'on a faite avec des entrepreneurs. Pierre-Gabriel, tout à l'heure, en a parlé. On a développé un plan concret en 10 solutions. Et on ne l'a pas fait seul. On l'a fait vraiment avec des entrepreneurs, pour des entrepreneurs, et c'est pour ça que ça va fonctionner. En fait, notre grande initiative, l'objectif est très simple. On veut dynamiser le secteur manufacturier du Québec. Et pour réussir, il faut travailler ensemble. Et on a décidé de travailler sur 3 enjeux prioritaires. Et puis, je pense tout à l'heure, il y avait le CEO de Peerless qui en parlait. La pénurie de la main-d'œuvre, c'est un enjeu qui est absolument prioritaire. Il faut travailler là-dessus. Notre plan concret travaille exactement là-dessus. Il faut aussi, comme enjeu, deuxième enjeu, accroître l'innovation dans nos entreprises. Et aujourd'hui, bien, c'est un exemple de comment on peut accroître l'innovation. Et finalement, les exportations, c'est important pour créer de la richesse. Alors, on a innové parce qu'on a vraiment consulté le milieu, travaillé avec le milieu, et ensemble, on va réussir. Alain, veux-tu ajouter quelque chose? Certainement, mais je dirais que peut-être le mot important pour nous, ça a été la mobilisation, tant à l'interne qu'à l'externe. Je regarde le résultat, c'est très éloquent ce matin pour des gens comme Louis Duhamel. Il disait sa 100e, on en avait plusieurs ensemble dans le passé. On avait des fois de la difficulté à réunir 10-15 entrepreneurs pour parler d'innovation. Alors, de sentir que maintenant, il y a le tone at the top, comme on dit, là, pour que les gens se mobilisent. Et il y a un aspect culturel aussi derrière ça, s'adapter, en fait. Comme on le dit, on a des produits financiers qui ne sont pas toujours faciles à mettre de l'avant quand on est avec les entrepreneurs, mais quand on amène des solutions, on parlait ce matin, là, mon président parlait de l'entente qu'on a faite entre autres avec Innocente, pour amener des solutions concrètes pour que les entrepreneurs passent à l'action. Et je dirais que c'est probablement le plus gros changement là, dans nos organisations, c'est de dire comment on peut s'adapter aux besoins du client pour vraiment les aider à se mettre en mouvement et passer à l'action. On voulait créer ce sentiment d'urgence-là. Le passage à l'action, j'écoutais tantôt que vous disiez un mot qui est nouveau, en fait, qui n'est peut-être pas si nouveau, mais là, vous mettez l'emphase dessus, c'est l'approche conseil, la partie où vous accompagnez.
Alors, je suis curieux de savoir, puis peut-être je vais commencer par Sylvain, est-ce que vous poussez vos clients à aller plus loin? Est-ce que vous les poussez à aller plus vers de l'innovation, peut-être qu'ils le pensaient au départ, ils ne viennent pas nécessairement vous voir que pour ça? Est-ce que vous avez une activité qui est presque de les convertir à l'innovation quand ils viennent vous voir? Un entrepreneur, au départ, a pas besoin d'être converti à quelque chose. Je pense qu'il le sent en soi. Il y a plusieurs entrepreneurs ici. Je suis accompagné par un, entre autres, et je veux vous dire, je n'ai pas besoin de le pousser pour penser à ça. Ce qu'on peut faire, par contre, on peut l'encadrer, le supporter. Et c'est là où le mot conseil est important. La réalité des gens sur le terrain, c'est qu'ils ont beaucoup d'enjeux en même temps. Ils ont des structures très lean, pour utiliser le terme. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est les aider. Évidemment, à la fin, ça nous aide tous, là, on comprend ça. Mais au départ, il y a un besoin. Il y a un besoin, soit parce qu'il y a un projet d'expansion pour quelconque, il y a un besoin d'argent. Donc, évidemment, le thème ici, c'est l'argent. Mais après ça, comment on fait pour l'aider dans son développement? Bien là, j'en viens à mon point où on a des gens qui sont là pour les conseiller. On a compris que si on les entoure, si on les encadre, si on les met en contact avec des gens qui ont des expertises, qui vont les aider, soit par le profil de l'individu, parce que c'est pas juste une question de technique, c'est une question de profil, de personnalité. Et si on les accompagne avec ces gens-là, ils viennent de décupler leur capacité d'innovation. Parce que souvent, un président va se retrouver seul, va avoir beaucoup de difficultés à échanger. Il y a des réseaux qui existent, évidemment, mais on croit qu'en faisant ça, on vient décupler la capacité d'un président ou d'un entrepreneur à innover. Toujours dans l'esprit du conseil, Tamara, dans le fond, vous dites maintenant, on est dans le conseil, on est à l'accompagnement. Alors, c'est quoi le conseil que vous donnez à des entrepreneurs qui veulent innover ou qui veulent innover davantage? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire parce que l'innovation, ça se passe vraiment dans tout. Une chose est certaine, on encourage les entrepreneurs à se comparer aux autres, à se benchmarker sur la productivité pour voir où ils peuvent s'améliorer et tout ça. Mais je pense qu'à la fin de la journée, ce qu'on observe parmi les entrepreneurs les plus innovantes, c'est vraiment trois choses. On a entendu déjà que c'est une obsession à amener de la valeur à leurs clients, soit avec la personnalisation, soit avec des nouveaux produits ou des services pour peut-être aller un peu plus haut dans la chaîne de valeur de leurs clients. C'est une ouverture de se comparer aux autres, d'apprendre des autres, de faire des partenariats avec des autres pour être capable d'offrir plus de services. Et c'est aussi, on les encourage aussi à expérimenter avec des nouvelles idées. L'innovation n'est pas toujours prendre des gros risques et investir tout de suite dans quelque chose de très grand. Ça peut être vraiment prendre des petits risques avec des petits expériments pour apprendre, pour que vous soyez prête à la fin de vraiment investir dans une bonne initiative d'innovation qui va avoir des returns. Des rendements. Sylvie, la tournée que vous avez faite, vous avez rencontré beaucoup d'entreprises. Vous parliez tantôt de la mobilisation. Qu'est-ce qu'elles vous demandent, ces entreprises-là que vous avez rencontrées? Qu'est-ce qu'elles s'attendent d'Investissement Québec et des partenaires? Bien, premièrement, je dois dire que notre tournée, on l'a vu tout à l'heure, les chiffres sont éloquents, ils parlent d'eux-mêmes. Plus de 2000 participants lors de la tournée. La moitié de ça, 1000 entreprises sont venues. Donc, ce que ça démontre, c'est qu'ils ont un intérêt d'innover, un intérêt de prendre le virage. Peut-être qu'elles ne sont pas rendues au 4.0, mais à tout de moins, on voit qu'elles veulent prendre ce virage-là et qu'elles ont aussi besoin d'accompagnement. On parlait d'accompagnement pour des services conseils, on parlait d'accompagnement au niveau du conseil d'administration, mais avec notre plan composé de 10 solutions, il y a une solution, on l'appelle la numéro 3, solution qui vise vraiment à poser un diagnostic de comment l'entreprise se situe au niveau justement de l'innovation 4.0 et de l'amener vers un parcours 4.0 avec de l'accompagnement, de l'expertise. Parce que souvent, les entrepreneurs, ce qu'ils nous ont dit, c'est on aimerait ça, mais on ne sait pas comment. On peut-tu avoir un encadrement, de l'accompagnement? Et c'est ce qu'on a formulé avec notre plan. Et je dois d'ailleurs remercier les membres de la table des partenaires influents. J'aurais souhaité qu'ils viennent tous ici sur la scène. Ils sont si nombreux. C'est un groupe de 60
acteurs clés, 60, je dirais, les associations, des différents ministères, des entrepreneurs, des joueurs vraiment, qu'on travaille tous ensemble pour créer un écosystème fort pour dynamiser le secteur. Et ces gens-là, au cours de la dernière année, nous ont donné de leur temps pour qu'on atteigne tout le monde ensemble cet objectif. Et j'aimerais ça qu'on les applaudisse parce qu'ils ont donné énormément de leur temps pour qu'on arrive à un plan concret qui va réussir. Bravo. Bravo. J'ajouterais, Michel, qu'un des résultats de la tournée, justement, c'était un des objectifs qui était visé, je parlais tantôt de mobilisation, c'est le peer pressure. On a mis justement en évidence des succès, parce qu'il y en a de l'innovation qui se fait au Québec. Il ne faut pas penser qu'on part aujourd'hui, cette bougie-là. Elle était là, la flamme était toujours là. Et ce que ça nous a permis de faire, on est allé dans des régions minières, forestières, d'agroalimentaire, partout. On avait des très beaux exemples d'innovation. Ce qu'on voulait faire, en fait, c'est démontrer à d'autres entrepreneurs, regardez ce que ça donne d'investir en innovation, ce que ça donne d'investir à plusieurs aspects de l'innovation aussi, que ce soit au niveau des processus, des produits, au niveau de la mise en marché. Ce matin, vous entendiez François-Xavier Souvé, Lumenpulse. Une des raisons du succès de Lumenpulse, c'est que c'est ce qui nous avait impressionné quand il était venu nous voir avant que l'entreprise soit publique, mais c'est qu'il a travaillé sur tous les aspects de l'innovation, que ce soit la mise en marché, un système révolutionnaire pour créer la demande, arriver avec un produit qui est ultra performant, mieux que ce qu'il faisait par les grands joueurs de ce monde, d'arriver à le produire ici, chez nous, comme vous le dites, là, dans un investissement qui se fait. Alors, c'est toute cette boucle-là qu'il fallait mettre en place. Et un des résultats qu'on a vraiment aimé de la tournée, c'est de voir ces exemples-là concrets d'un entrepreneur à l'autre entrepreneur. C'est ça. Je vais vous poser une question. Moi, je suis un entrepreneur qui est en web diffusion ou dans la salle. Là. Il y a quelque chose que vous venez de dire qui peut m'inquiéter beaucoup. Et ça donne l'impression que je dois innover dans tout. Je dois innover dans mes processus, dans mes stratégies clients, dans mon produit lui-même. Par où je commence? Si je suis avec des moyens limités, puis j'ai une petite équipe, là, comment je prends ça, l'innovation 4.0? Quelqu'un qui veut se mouiller? En fait, ça commence par des petits pas. Vous avez tellement raison. En fait, ça peut commencer par un besoin qu'on n'a pas imaginé. J'ai rencontré une entreprise récemment qui était dans la production de salles blanches, en fait, des panneaux acoustiques pour l'Hydro-Québec, en fait. Et cette entreprise-là vivait des moments plus difficiles, puis vivait un enjeu. Et finalement, à partir de cet enjeu-là et de la survie, il y a aussi un élément de survie très fort aussi au niveau de l'entrepreneuriat, a développé une approche différente, avec le même produit, le même environnement, les mêmes machines qui étaient plus ou moins à jour, mais avec une stratégie marketing très, très bien ciblée, avec peu de moyens, a réussi à faire un virage dans un secteur qu'elle n'aurait peut-être pas pensé auparavant. Donc, je pense mais elle est consciente qu'elle n'a pas la meilleure technologie, elle est consciente qu'elle n'a pas la meilleure structure interne. Bref, tout ça étant dit, je pense que ça revient à votre point. On peut toucher à tout, mais il faut y aller aussi par étapes. J'ajouterais un bémol à votre bémol. Oui, c'est vrai que ça peut sembler gros, mais il ne faut pas s'arrêter à une innovation. Et c'est souvent, c'est le danger, puis on l'a vu, on a fait un sondage auprès de nos entreprises partenaires du fonds. Ils disent tous vouloir innover, mais la plupart en font une innovation. Ils vont investir dans leur système informatique, la mise à jour de leur système de livraison, des choses qui peuvent paraître simples, mais pour eux, c'est de dire « j'innove ». Mais c'est tellement important, les études le démontrent, que quand tu passes au deuxième mode d'innovation, au troisième mode d'innovation, mais vous avez raison, l'important, c'est de se mettre en mouvement, et c'est là que l'accompagnement devient nécessaire. On veut offrir cette première bougie d'allumage-là, mais c'est important de garder à l'esprit, il faut passer après ça à la deuxième, troisième. C'est ça qui va faire qu'on va se maintenir, comme on dit tantôt, pas reculer sur les marchés étrangers, mais continuer tout le temps à performer. Mais ça ressortait ce matin de se dire, on ne doit pas penser qu'on l'a fait. Quand on est en équilibre, probablement qu'il y a un danger, il faut se remettre en situation de déséquilibre. Tamara, on va commencer par vous. Allez-y. Oui, j'aurais juste dit que l'innovation, c'est vrai que c'est très overwhelming. On peut faire n'importe quoi. Il y a tellement d'opportunités qui se présentent avec les technologies numériques et tout ça. Mais c'est vraiment le clé, pour moi, je pense, c'est mettre le client au milieu, au centre, puis suivre les besoins des clients, même les besoins qui ne sont pas encore bien articulés, mais de prévoir qu'est-ce qui vont être les besoins dans 5 ans et travailler pour ça. Nos clients sont des êtres humains, on travaille, on interagit tout le temps avec Apple, Amazon, alors on peut vraiment voir où on doit aller pour
livrer sur les attentes exigeantes, plus en plus exigeantes qui viennent de nos clients. Alors, je mettrai le client au centre. Le client au centre de la démarche. Bien, moi, en fait, j'ai appris beaucoup de choses au cours de la dernière année avec notre table de partenaires influents, dont plusieurs gens qui sont dans la salle aujourd'hui, mais j'ai appris quelque chose de Yves Proto, de APN, qui était sur la scène tout à l'heure. Je l'appelle mon monsieur 4.0. Et il m'a dit, les entreprises réfléchissent trop. Il faut passer à l'action. Il faut commencer en quelque part. Alors, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais je dirais, appelez-nous. Premièrement, chez nous, on a développé un produit financier pour que les entreprises prennent le virage. On va financer des choses qui ne se financent pas de façon très facile, mais on est là pour les aider. On a notre plan. Dans le plan, notamment, on a parlé tout à l'heure des réseaux d'échange entre entrepreneurs. On a parlé des vitrines technologiques. Il va y avoir des vitrines technologiques 4.0. Alors, les entrepreneurs vont pouvoir voir c'est quoi, puis échanger avec d'autres entrepreneurs qui ont réussi et tout l'accompagnement qui va être offert. Alors, appelez-nous, n'hésitez pas. Prenez le virage de l'innovation aujourd'hui. J'ai une question pour vous. Il y a à peu près 2 semaines à la Chambre, on a reçu le fondateur, là, celui qui a créé l'application Waze. Si vous êtes pris dans le trafic, des fois, c'est utile. Et j'ai une question pour vous, parce que c'est des nouveaux modèles d'affaires. Et je veux savoir dans quelle mesure, présentement, vous notez-vous comme étant ouvert à des jeunes ou à des gens qui ont déjà une entreprise existante et qui veulent basculer dans des nouveaux modèles d'affaires. Vos gens chez vous sont-ils capables de les accompagner puis de mettre de l'argent? C'est pas encore, ça ne fonctionne pas encore, c'est une idée souvent. Là. Il y a un peu de concept derrière ça. Êtes-vous rendu là? Question ouverte. Si la réponse c'est oui, tout le monde, on va les checker. Oui. On va les checker après. En fait, oui, de notre côté, on a même on assume actuellement une position de leadership là-dedans. Parce qu'on a, vous avez vu mon titre, là, Capital de risque, innovation, manufacturier innovant. Bien, capital de risque, c'est justement ça. Nous, notre rôle, c'est de créer nos leaders de demain. Alors, des entreprises comme Lightspeed, des entreprises comme Coveo, des entreprises comme Hopper, qui vont être vraiment, si on veut, le Québec Inc. de demain, bien, nous, on les supporte, puis on y croit, puis on s'assure qu'ils sont bien accompagnés et on veut les propulser partout à travers le monde. Un des exemples de ça, c'est on investit dans une petite société qui s'appelle Worksimity, qui vise justement à faire le premier pas vers l'usine 4.0. C'est une application qui permet d'aller chercher l'information sur la chaîne de production puis la transmettre sur votre téléphone mobile même. Ça permet donc d'être en constante mesure de l'entreprise et voir comment on peut l'optimiser. C'est révolutionnaire comme approche, ça. Alors, ce qu'on faisait avant, on investissait juste dans la technologie, verticalement. Là, maintenant, on aide à l'appliquer horizontalement à travers d'autres secteurs traditionnels. Je dirais que c'est un des plus gros changements qu'on... Puis en terminant, parce que je vois le temps qui nous reste, je sais que vous avez une préoccupation pour la relève. Ouais. Et je dirais qu'un des facteurs qu'on pourrait peut-être ajouter quand on fait une transaction de relève d'entreprise, au lieu de se contenter de juste dire on passe les droits de propriété d'une société à un autre groupe qui prend la relève, pourquoi pas ajouter une couche d'innovation? Pourquoi pas dire on va en profiter pour ajouter un 2 millions sur la transaction, puis on va mettre une partie de nos systèmes à niveau pour être plus compétitifs. Alors, on est ouvert à ça, nous autres, comme organisation financière, pour dire, regarde, on ne va pas juste vous aider pour la transition, mais vous préparer pour l'avenir en même temps. Je pense que c'est une bonne réflexion à garder, entre autres, sur le modèle. Voulez-vous acheter quelque chose? En fait, je pense faut parler par des exemples plutôt que par des paroles. On investit dans des sociétés qui sont innovatrices dans leur secteur. Récemment, on s'est associé dans une petite boîte qui va devenir une très grosse boîte qui s'appelle l'Agence 360, qui spécialise dans la révolution, en fait, du marketing au niveau des concessionnaires automobiles. Et c'est souvent dans des secteurs les plus terre-à-terre. On prend l'exemple de Théo Taxi, qui a fait un énorme changement au niveau de l'industrie. Et donc, oui, on fait ce genre de travail-là. Ça fait. Bien, écoutez, d'abord, bravo. À la Chambre, moi, je suis souvent interpellé par des gens qui me disent, Michel, les plus gros succès qu'on voit, là, puis on peut penser à Amazon, on peut penser à Airbnb ou à d'autres, c'est des modèles d'affaires avant d'être de la technologie. Et je pense que pour les Québécois qui sont ici et qui nous écoutent, l'innovation, souvent, ce n'est pas nécessairement technologique en premier. Ça l'est en partie. Alors, merci beaucoup d'être au rendez-vous. Merci pour ces paroles, ces échanges. Et je pense qu'on peut les applaudir. C'est peut-être tout le temps qu'on a. Merci. Alors, on va poursuivre avec le dernier
la dernière personne qui va prendre la parole dans ce bloc, qui est Donald Turcotte, président et directeur général de GENIC, qui va nous parler d'automatisation. Alors, à vous la parole. Donc, bonjour à tous. Je suis content que M. Leblanc m'ait laissé 2 minutes de plus. Donc, effectivement, je suis le président fondateur de GENIC. GENIC aura 25 ans cet été. Nous sommes plus de 80 employés, dont plus de la moitié sont en ingénierie. Nous conseillons nos clients dans leurs projets d'automatisation et nous réalisons également ces projets tant d'un point de vue de l'ingénierie que de la fabrication, de l'installation et de la mise en marche. Nous sommes vraiment ce qu'on appelle un one-stop shop. Nous touchons à toute l'industrie manufacturière, mais plus de 50 de notre business est dans le domaine automobile. En accéléré, je vous raconte notre histoire en relevant des moments importants dans lesquels se sont révélées pour nous les meilleures pratiques d'affaires. Mais d'abord, je vous raconte rapidement ce qui m'a amené à être en affaires. J'ai eu la chance de travailler pour une merveilleuse entreprise en sortant de l'université en 87 qui s'appelait Montreal Milling Cutter. Montreal Milling Cutter faisait des lining machines et moi, j'étais affairé à designer les machines qui sortaient de leur core business. Des lining machines, c'est des machines qui posent des seals à l'intérieur des bouchons. Et la majorité des projets qu'on réalisait à ce moment-là étaient faits pour des Américains. Dès ce moment, j'ai été très, très surpris de voir comment notre capacité à faire des machines flexibles et ajustables étaient des éléments de différenciation pour nous et ça nous rendait très attrayants pour les Américains. Mais le 1er mars 1991, j'ai cru un poisson d'avril alors que M. John McNally entre dans le département d'ingénierie et il dit « Guy, it's over ». Mais c'était pourtant la vérité. C'est alors que, même si j'avais idéalement souhaité prendre plus d'expérience avant d'être en affaires, j'avais seulement 27 ans à ce moment-là, j'ai décidé de me lancer en offrant mes services à la compagnie américaine Combibloc, qui était la compagnie pour laquelle j'étais en train de faire un projet alors que j'étais chez MMC. Ils ont accepté, ce qui m'a amené à travailler pendant 6 mois aux États-Unis pour concevoir et livrer 3 machines. Lorsque la première machine a été complétée, on est allé l'installer en Allemagne. Et lors de la conception, la fabrication de la première machine, alors que j'étais aux États-Unis, on avait des problèmes, comme dans tout problème en automatisation. Je faisais des itérations pour tenter d'en solutionner quelques-uns. Et M. Lintelli, qui se trouvait être le chargé de projet à ce moment-là pour la compagnie Combibloc, me dit, il vient me voir, puis il me dit, est-ce que tu sais comment faire? Est-ce que tu connais une façon que c'est sûr que ça va fonctionner? Puis je lui dis, oui, mais j'ai dit, ça va coûter un bras. Puis il me regarde, puis il me dit, dorénavant, dans ce projet-là, si tu sais comment faire les choses, tu es certain que ça fonctionne, c'est comme ça que tu es fait. Puis il enchaîne tout de suite en me disant « Money is no object ». Dans ma tête, je me suis dit « Il est malade ». Mais je l'ai écouté. Nous avons réalisé le projet en battant les budgets, puis on l'a réalisé également dans un meilleur délai. À ce moment-là, je ne savais pas encore que je venais d'apprendre quelque chose. À mon retour, je vous montre rapidement l'équipement qu'on avait conçu à l'époque. C'est une machine qui se trouvait à installer des becs verseurs. Je ne sais pas si on peut voir sur la diapo, c'est assez grand. Des cartons de jus ou de certains liquides là, dans le domaine alimentaire. Donc, à mon retour de cette formidable expérience, je continue à offrir mes services à des entreprises de fabrication de machines au Québec. Puis je donne régulièrement des parties de projet à un de mes amis avec lequel j'ai fait l'université, Marc Lucier. Puis le 7 août 92, on décide de s'associer et d'unir nos efforts dans GENIC. Dans les 2 premières années, nous ne vendions que du design, mais nous avons vite fait de commencer à fabriquer également nos machines. Nous réalisions des projets dans différents domaines manufacturiers, par exemple pour le compte de la compagnie Giant, qui fabrique des réservoirs à eau chaude à Montréal. Je pense que tout le monde, ou presque, a déjà eu un réservoir Giant chez lui. La compagnie Ribbit,
qui fabrique les puzzles en 3 dimensions. Nous sommes aujourd'hui partenaires dans cette compagnie. Et aussi la compagnie Bauer qui fabrique les équipements de hockey et d'autres compagnies. Je voulais juste vous montrer la diversité des entreprises avec lesquelles on travaillait. La rentabilité était plus ou moins au rendez-vous. Puis en 1998, nous décrochons le contrat de 5 machines presque identiques pour 2 fabricants de cintres en plastique. On s'est dit, enfin, on va être riche. Résultat des courses, break-even. Quelle déception. Nous nous sommes fait prendre en voulant fabriquer ces 5 machines-là en même temps. Voici une petite photo des 5 machines en question. C'est peu de temps après que nous avons compris nos erreurs, alors que nous sommes engagés à faire des Kaizen à travers une démarche PVA. PVA pour production à valeur ajoutée, ou on peut associer ça aussi au Lean Manufacturing, Just in Time. On les avait toutes faites, les erreurs. On avait tenté de machiner en batch. On avait tout coupé notre matériel au début. On avait mis en tablette. Puis je me souviens, entre autres, on avait dans cette machine-là des cams qui étaient faites à partir d'un acier un peu plus exotique, du 1045. Puis, on a fait une erreur en utilisant ces cams-là. Et lorsqu'il est venu le temps d'en réusiner d'autres, on n'avait plus de matériel. Ça a été l'enfer. Une chose que j'ai retenue en faisant ces Kaizen-là, c'était notre consultant qui nous avait fait cette image-là. Je trouve que c'est une image qui est toute simple, mais qui veut dire beaucoup de choses. Il dit, lorsque tu prends ta pièce et que tu la coupes, tu n'en lâches plus tant qu'elle n'est pas installée sur ta machine, que tu n'as pas livré ta machine et que tu factures. Ça donne une image sur ce que c'est que le just-in-time. Depuis, nous n'avons jamais arrêté de faire des Kaizen, de l'amélioration continue, et même de s'inspirer de tout ça pour développer notre propre méthodologie. En effet, en 2008, sans savoir que nous étions à l'aube de la récession, nous avons entrepris une réflexion pour comprendre pourquoi nous avions du succès à tous les niveaux dans certains projets à haut risque, technique, et que sur certains projets plus simples, nous en avions parfois moins. Cette réflexion nous a amenés à comprendre quelque chose de pourtant très simple. Nous avions compris que nous obtenions du succès à tous les niveaux lorsque nous arrivions à impliquer nos clients dans le projet. Durant cette même période, la compagnie Batium, qui s'appelle aujourd'hui Blue Solution, nous demande une soumission sur une ligne de fabrication de piles au lithium pour automobiles. Après quelques semaines, nous les rencontrons pour leur remettre un prix budgétaire. C'était beaucoup trop élevé, ça tuait le projet. Timidement, on leur a demandé pourquoi que la pile est si compliquée, en leur disant que si elle l'était moins, ce serait probablement moins coûteux automatiser sa fabrication. Ça les a dérangés un peu, mais ils ont fait preuve d'une belle ouverture. Ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire alors? Et c'est là qu'un de mes partenaires, nous sommes 5 partenaires maintenant chez Génic, a eu une idée de génique. Faisant le lien avec la réflexion que nous venions de faire, il s'est dit, nous allons leur proposer de faire équipe avec eux dans un exercice Kaizen afin de voir ce que nous pouvons faire au niveau de la conception de la pile pour qu'elle soit plus facilement assemblable automatiquement. Le résultat a été totalement spectaculaire. Probablement le plus spectaculaire de tous les Kaizen qu'on a fait, on en a fait plus d'une centaine. Nous sommes passés d'une pile avec 27 composantes différentes à 7. Le budget pour automatiser rendait le projet possible à ce moment-là, puisqu'on y retrouvait le retour sur investissement désiré. C'était gagnant pour tout le monde de nous avoir impliqués tôt, même au niveau du design du produit. Je vous montre rapidement la cellule d'assemblage de piles électriques qui a été fabriquée. Et depuis, on a fabriqué à l'exportation pour leur compagnie sœur 3 cellules de la sorte. Puis c'est des projets qu'on évalue. Là, le dernier projet qu'on vient de livrer, c'est quand même un projet de 3,4 millions. Donc, c'est des projets avec une relative envergure. Depuis ce jour, nous avons peaufiné notre méthodologie et nous lui avons même donné un nom, le GKDM. Nous avons le GKDM aménagement, lorsque requis, pour s'assurer que nos clients respectent d'abord les principes de base du Lean Manufacturing, avant de faire ressortir les réelles opportunités d'automatisation. Nous avons le GKDM produit,
pour s'assurer que le produit soit conçu en fonction de maximiser l'efficacité de sa production de façon automatisée puis de façon efficace. Et nous avons le GKDM équipement qui nous permet de trouver la meilleure solution de réaliser l'automatisation d'un processus quelconque. Nous avons réalisé plusieurs GKDM chez Batium, Blue Solution, en réalisant les projets à haut risque, en étapes, afin de diminuer ces risques. Et nous avons reçu un beau témoignage de M. Montfort, le directeur général. Oups. La force de cette méthodologie est vraiment de mettre à profit les compétences et les connaissances de notre client au niveau de son produit et de son procédé, et les nôtres au niveau de l'automatisation. Il en découle aussi une connaissance approfondie du projet de la part de notre client, un buy-in de son équipe et une agilité à réagir en cours de projet lorsque des changements doivent être apportés. Les équipes chez nous, chez nos clients, sont formées des décideurs, directeurs de production, d'ingénierie, de marketing, mais aussi, et eux, il ne faut vraiment pas les oublier, les opérateurs sur les lignes de production. Ces gens-là savent des petits secrets, puis souvent, ils ne savent même pas. Donc, ils savent des choses qui sont indispensables vraiment à un projet d'automatisation. Imaginez lorsque nous arrivons chez un client avec son équipement ou sa ligne de production et que les gens reconnaissent que nous avons utilisé leurs idées ou tenu compte de leurs points importants pour eux. Ça fait toute la différence. Depuis, la majorité de nos projets sont réalisés à partir d'au moins un GKDM. C'est un élément distinctif chez nous. Pour vous montrer jusqu'où nous pouvons aller avec ça, je vous présente une courte vidéo. Nous ne pouvons pas tout montrer en passant chez nous parce qu'on est souvent tenu par la confidentialité. Donc, je veux vraiment remercier la compagnie SPI, Spectra Premium Industries, de nous permettre de vous présenter cette vidéo. SPI est une entreprise de Boucherville, leader dans la conception et la fabrication de réservoirs d'essence d'origine en acier pour les véhicules hybrides et hybrides rechargeables. On peut présenter la vidéo, s'il vous plaît.
Nous sommes évidemment très fiers de cette réalisation qui a été un réel succès. Et encore une fois, je remercie SPI, en particulier son président, M. Jacques Monblot, et son vice-président à l'ingénierie, M. Bernard Blouin, ainsi que leur équipe, pour leur confiance, mais surtout la collaboration et le climat, le contexte dans lequel ils nous ont placés pour réaliser ce projet de fou, parce qu'un projet comme ça, réalisé en 9 mois, normalement, c'est un projet qu'on réalise à peu près en 1 an et demi. Nous voulons réellement contribuer à la richesse du pays en aidant à automatiser nos industries manufacturières au Québec. Un exemple qui me stimule aussi beaucoup, c'est l'histoire de notre premier client, les usines Giant, qui, il y a 25 ans, avait 125 employés et un chiffre d'affaires de 20 millions de dollars. Aujourd'hui, il y a un chiffre d'affaires de 110 millions de dollars avec 175 employés, mais aussi avec 70 robots. Mais le plus important dans l'histoire, c'est pas ça. Le plus important, c'est le fait que Giant est aujourd'hui le seul fabricant de réservoirs à eau chaude au Canada, alors qu'il y a 25 ans, il y avait 3 compétiteurs. Ça l'en dit long. Vous m'avez entendu parler beaucoup de robots. Il y a 20 ans, nous avions peut-être un projet sur 10 avec un robot. Maintenant, les robots et la vision artificielle font la paire. Ils sont présents dans à peu près tous nos projets. Ils nous procurent beaucoup d'agilité, de flexibilité, ce qui est en lien avec le just-in-time, le lean manufacturing, mais aussi avec le concept d'industrie 4.0. D'ailleurs, pour l'industrie manufacturière, c'est réellement à travers une automatisation faite avec cette vision du 4.0 qu'elle tirera profit du concept Industrie 4.0. J'encourage tout le monde à commencer à interconnecter ces machines et ces systèmes. N'avons pas à tout faire d'un seul coup. On commence par ce qui est payant, puis on avance graduellement. Maintenant, je fais juste un petit résumé, dans le fond, de la petite histoire que je vous ai contée avec les bonnes pratiques qu'on a ressorties. Donc, respecter les principes de Lean Manufacturing, choisir un équipementier avec lequel vous et votre équipe allez vous impliquer, partager et collaborer. Impliquer l'équipementier tôt dans le processus, dès que le design du produit, même dès le design du produit. Choisir un projet avec le retour sur investissement voulu. Faire attention à ne pas tomber dans le piège de prioriser, de sauver des coûts lorsque vous êtes à l'étape de développement. Diviser les projets à risque en étapes. Tirer pleinement profit du 4.0 implique une automatisation conçue avec la vision du 4.0. En terminant, je suis membre du REAI, regroupement des équipementiers en automatisation industrielle, qui existe depuis plus de 12 ans maintenant. Ce qui est paradoxal, c'est que 70 % de ce que produisent les équipementiers québécois est exporté, tandis que 70 % des équipements achetés par l'industrie manufacturière provient de l'extérieur. Ça devrait être complètement l'opposé. La bonne nouvelle, c'est que nous avons des équipementiers créatifs et de talent au Québec, avec lesquels vous trouverez sûrement un fit et avec lesquels vous pourrez collaborer. Je crois à l'importance, pour les projets sur mesure surtout, d'être près l'un de l'autre, manufacturier et équipementier. Je crois aussi sincèrement qu'ensemble, nous pouvons développer une culture du fait chez nous, tellement primordiale pour créer de la valeur et de la richesse. Merci beaucoup. Merci encore à Stéphane pour ces 2 minutes d'extra. Surtout que vous en avez pris 4. On a peu de temps pour des questions. Si on veut rester sur l'horaire, on va prendre 5 minutes. S'il y en a qui veulent venir au micro, il y a des micros à l'avant. Moi, je retiens de la dernière présentation que une des craintes que les gens peuvent avoir dans notre société, puis elle est naturelle, c'est de dire est-ce que la robotisation va détruire des emplois. Ce que vous dites, c'est qu'on peut se mettre à les fabriquer, les robots. Donc, on peut créer des emplois à fabriquer des robots. Moi, je voudrais savoir, vous parliez d'impliquer les gens dans les entreprises qui sont sur le plancher. Comment ça se passe quand les gens peuvent avoir l'impression que c'est leur emploi futur qui est à risque si la robotisation s'installe? Excellente question. D'ailleurs, lorsqu'on fait ces exercices de GKDM-là et on a l'équipe du client, souvent ça arrive qu'ils sont 10-12 personnes.
Dans le cours de l'exercice, on leur demande qu'est-ce qui arrive si on ne fait rien. Et je vous dis que c'est assez vite qu'il y a un consensus qui se fait dans le groupe et on réalise que si on ne fait rien, on va toutes les perdre, nos emplois. On n'en prendra pas juste quelques-unes. Donc, c'est un constat qu'on fait assez rapidement et vous devriez voir l'équipe, après ça, se mettre au travail pour trouver la meilleure solution et tirer profit de l'automatisation pour faire en sorte d'avoir des gains de productivité. Toujours pas de questions? Okay. Moi, j'en ai une sur comment vous vous comportez comme institution d'accompagnement. J'ai entendu parler de collaboration un peu tantôt. Est-ce que vous collaborez entre vous? Est-ce que vous gardez vos clients? Comment vous travaillez ensemble avec des clients qui peuvent innover? Oh, Sylvie veut parler ici, le premier micro. Est-ce que ça fonctionne, Sylvie? Voilà. Oui, ça fonctionne. Merci. Écoutez, on travaille ensemble, je dirais, de façon quotidienne. Si on veut réussir à atteindre notre grand objectif de dynamiser le secteur manufacturier, qui est vraiment l'objectif de la grande initiative qu'on présente aujourd'hui, il faut travailler ensemble. Il faut travailler avec les acteurs clés du milieu. Il faut travailler avec nos partenaires financiers au quotidien. Il faut s'assurer qu'on a des différents ministères qui vont nous aider à déployer tout ça. Alors, c'est vraiment le concept du 4.0. On collabore, on fait de l'interconnectivité, tout ça pour le bénéfice de nos entreprises, tout ça pour s'assurer qu'on crée de la richesse au Québec. Vous êtes tous d'accord? En fait, non seulement je suis d'accord, mais je supporte entièrement la démarche. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a deux parties. Il y a les joueurs ici, qui partagent la même vision, et les entrepreneurs. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent nous voir justement pour dire « On veut travailler avec vous, on sait que vous avez un objectif de nous aider, de garder les emplois, de faire de la promotion à l'interne parce qu'on sait que c'est facile de perdre les emplois. » Alors, je pense que les deux parties travaillent bien ensemble et évidemment, on travaille super bien ensemble. J'ai une question pour M. Leblanc de CGI. CGI, dans l'optique de beaucoup de gens, c'est une grande entreprise maintenant qui travaille avec des très gros clients. Avez-vous des activités avec des tout petits clients innovateurs sur les enjeux de numérisation? Avez-vous des conseils à donner pour avoir accès à vos services quand on est un petit joueur et qu'on a des enjeux de numérisation? Oui, CGI est une grande entreprise et une entreprise qui est toujours en croissance. Je pense qu'au niveau du secteur manufacturier et surtout notre modèle d'affaires, justement, promouvoit l'accompagnement local. Alors, au niveau du Québec, on est très présent parce qu'on est en fait ici. On accompagne des clients petits comme gros au Québec. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut leverager les expériences acquises avec de grands clients internationaux. Alors, je pense que dans le virage 4.0, ce qu'on remarque, c'est que justement, les grandes entreprises ont peut-être plus d'argent, plus de facilité, mais l'approche reste la même. L'approche dont je parlais plus tôt, d'y aller pragmatiquement, d'y aller étape par étape. Je pense que CGI peut apporter au Québec, aux petits comme aux grandes entreprises, de l'expertise internationale qui peut servir justement à développer cette roadmap pragmatique qui permet d'avoir un pas après l'autre, qui génère un retour sur investissement, qui permet justement d'accélérer les investissements. Parce qu'au bout de la ligne, il faut justement s'assurer que les investissements au niveau d'Industrie 4.0 aient un retour. Je veux dire, il faut être pragmatique. Je pense qu'on peut justement, CGI, accompagner. C'est Eliott, c'est ça? Je vois, c'est le micro d'Eliott, celui-là. Monsieur Lifson, allez-y. Merci. Une suggestion, Stéphane a mentionné au début du cours la question du plus grand défi, c'est le défi des gestionnaires de changer. Et ça, c'est dans toutes les entreprises, petites, moyennes et grandes entreprises. Mais une suggestion que nous avons faite chez nous autres, c'était les gestionnaires a pris qu'on appelle ownership de ce projet et pas, oui, d'utiliser les consultants, mais des consultants pour vous aider et de ne donner pas au département de IT si vous avez ça. Ça dépend de ownership de tous les gestionnaires dans votre entreprise. Autrement, jamais tu vas changer.
Merci, Elliot. C'est tout le temps qu'on avait pour ce bloc. Donc, je vous remercie beaucoup. Ça a été très intéressant. Et on va passer au bloc suivant avant, éventuellement, d'aller pouvoir manger tous ensemble dans l'autre salle. Donc, une bonne main d'applaudissement pour ce bloc. Et je vais demander aux gens du bloc 3, donc à Stéphane Chaillier, vice-président technologie du bâtiment chez Siemens Canada, Martin Joyal, président de U-Bar Factory, Nancy Simoneau, présidente du groupe Simoneau, Steve Gelina, de directeur stratégie et innovation, Optel Vision, et Ted Graham, Head of Open Innovation at General Motors, pour venir nous rejoindre. Et je ne sais pas s'il est dans la salle, mais je sais qu'il est autour de nous. Sinon, je salue déjà le premier ministre Philippe Couillard qui est arrivé et qui était, il y a quelques minutes, en train de rencontrer des exposants. Donc, on s'installe, tout le monde. Il est là, voilà, il est là, comme un bon élève. Il est à son pupitre, il prend des notes. Merci d'être avec nous, Monsieur le Premier ministre.